Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Africable Télévision. Justice en Afrique, ce grand corps malade, le cas du Mali. C'est le titre du livre publié par Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat, ancien ministre de la Justice du Mali. L'ouvrage de 164 pages peint avec exactitude les mots qui minent la justice dans nos pays, mais pas seulement, puisque l'auteur nous livre son témoignage, son éphémère passage à la tête du département de la justice. C'est un passage aussi remarqué que tumultueux. Après la démission, l'heure est aujourd'hui au diagnostic et à la proposition de solutions. Quels sont justement les mots qui minent notre justice? Comment renverser la tendance à ces questions et à bien d'autres? Il va tenter d'apporter la réponse. Maître Konaté, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous suivons ensemble le reportage réalisé par Dikourou Cheikh Tidiane Traoré lors justement du lancement de ce livre. C'était au Parc national de Bamako. Écrit en une année, postulé en 164 pages et édité par la Sahélienne, le livre Justice en Afrique, ce grand corps malade, le cas du Mali de Maître Mamadou Ismaïla Konaté est un récit du passage de l'intéressé à la tête du département de la justice malienne pendant 16 mois. L'ouvrage en question décrit la situation à la fois préoccupante et désespérante du monde judiciaire au Mali que l'ancien garde des Sceaux a découvert avec stupéfaction. Ce livre parce que j'ai eu l'occasion d'assumer des fonctions qui ont été les miennes à cette époque-là. Ce livre parce que la question de la justice est une question qui nous préoccupe tous. Ce livre parce que simplement la justice est une des fonctions essentielles de l'état de droit. Sans justice, il ne peut pas y avoir d'état de droit. Sans justice, c'est la loi du talion. Pour faire en sorte aujourd'hui qu'au sein de notre pays, les gens puissent prendre suffisamment conscience de l'importance de la justice, de la nécessité de la justice, j'ai essayé de retracer les points faibles et les points forts d'une fonction ministérielle que j'ai occupée pendant 16 mois. Réparti en 3 points clés, dans ces livres, Maître Mamadou Ismaïla Konaté avance qu'une réforme de la justice malienne s'impose. Et pour cette reconstruction, l'auteur propose... Je n'ai fait que proposer des solutions dans mon ouvrage. Si vous avez l'occasion d'écrire, je dis simplement par exemple que face à l'insuffisance de personnel judiciaire, notamment en ce qui concerne les greffiers, faire en sorte aujourd'hui que nous puissions utiliser les nouvelles technologies. C'est en cela que j'ai pu proposer des dictaphones qui faisaient en sorte que un greffier pouvait être égal à 4 greffiers pour couvrir au moins 4 audiences à ce niveau. Voyez-vous, je ne dénonce pas, je propose des solutions qui sont des solutions simples, concrète et adaptée. Avocat au barreau du Mali et de Paris, l'ancien ministre de la Justice du Mali, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, est auteur de plusieurs articles publiés dans les revues spécialisées de droit des affaires. Maître Konaté, pourquoi ce livre? Est-ce que vous l'auriez écrit si vous n'avez pas quitté vos fonctions de ministre de la Justice dans les conditions que nous savons tous? Avec ou sans cette situation, je pense que j'étais en devoir absolu d'écrire. D'abord, relater une expérience ministérielle au sein d'un ministère, pas des moindres, celui de la justice. Et deuxièmement, écrire parce que simplement les jeunes générations ont besoin de comprendre aujourd'hui, au-delà de la fonction publique, au-delà de la fonction politique du moins, la fonction ministérielle dans le cas de la justice. Écrire enfin parce que la justice n'est pas une banalité, du moins ne doit pas être une banalité. Il faut donc laisser des traces écrites à la postérité de manière à ce que les gens se rendent compte de façon très évidente que la justice est un instrument essentiel sans laquelle ou sans lequel un état de droit ne peut se bâtir. Maître Konaté, vous êtes un deuxième exemple de démission à la tête de ce département, puisqu'avant vous, il y a eu un certain Malik Koulibaly qui avait démissionné de son poste au niveau de Kati, toujours par rapport à la justice. Est-ce à dire que lorsqu'on exerce cette profession et quand on tient à un certain nombre de principes, on est appelé forcément à partir, à claquer la porte? Pas forcément. Je pense que claquer la porte est une décision personnelle. Au-delà de claquer la porte, il y a un certain nombre de considérations, un certain nombre de situations qui peuvent, à l'appréciation, permettre aux uns et aux autres d'avancer ou de reculer ou de stagner. La grosse difficulté dans notre pays, c'est que le regard des gens vis-à-vis de la justice est un faux regard. La justice, de manière générale,
aussi bien au Mali qu'en Afrique, a deux ennemis essentiels. Le premier ennemi, c'est le pouvoir politique lui-même. Et le deuxième, ce sont les pouvoirs de l'argent. Ces deux pouvoirs ont une seule et unique vision de la justice, c'est de l'aplatir, c'est de la subordonner. Or, une justice aplatie, une justice subordonnée, est une justice qui bégaye, qui ne peut pas, au regard d'une situation de fait, l'évaluer en droit et donner une suite. Là est la difficulté que nous rencontrons, d'abord dans la justice civile, ensuite dans la justice pénale, et enfin dans la justice constitutionnelle. C'est valable pour le Mali, c'est valable pour le Sénégal, c'est valable pour la RD Congo, c'est valable pour l'ensemble des pays d'Afrique, et c'est une difficulté face à laquelle il faut se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez trahi les attentes, sinon dessus les attentes qui avaient été placées en votre nomination, puisque généralement quand quelqu'un du personnel judiciaire vient aux affaires, il y a beaucoup d'attentes. C'est comme si on nomme un médecin ministre de la Santé, un journaliste ministre de la Communication, de l'Information. La corporation attend parce que la personne qui arrive vient avec toute l'expertise qu'il faut vu votre bagage. Vous avez plaidé quasiment dans tous les palais. Et vous arrivez au département de la justice, vous démissionnez. Est-ce que vous n'avez pas dessus, sinon même trahi toutes ces attentes placées en vous? Et même un échec si vous voulez. Ouais. Mais ce n'est pas mon seul échec. C'est d'abord l'échec au plus haut sommet de l'État. Parce que lorsque vous avez, dans le cadre des discours, avancé des mots très forts en faveur de la justice, rappelez aux gens que nul ne peut être au-dessus de la loi, rappelez aux gens qu'aucune situation fautive ne peut rester sans suite judiciaire. Ensuite, un échec du point de vue global. Parce que simplement, les instruments, les hommes, les cadres juridiques, les moyens qui sont mis à la disposition aujourd'hui pour distribuer une justice saine, efficace, indépendante et autonome est loin d'être atteinte. C'est de ce point de vue-là que je me mets dedans. Mais au-delà, c'est d'abord un échec de ceux qui sont au niveau de la prescription politique, de ceux qui sont au niveau de la mise à disposition des moyens et de ceux qui aujourd'hui doivent participer à l'édifice de construction de la justice dans nos pays. Voyez-vous, j'ai été en face souvent de syndicats de magistrats qui ont pensé que j'étais la personne à soupçonner. Or, au fin fond de moi-même, j'avais un seul et unique but, être aux côtés des magistrats. Leur faire prendre conscience aujourd'hui de l'étendue de la responsabilité et de leur procurer les moyens qui étaient nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. Et Dieu se sait que cette mission est difficile. Et enfin, rappeler au juge que lui seul est à l'origine de l'état de droit, peut équilibrer dans le cadre des rapports qu'il y a entre les faibles et les forts. Alors, nommé ministre de la Justice, est-ce qu'on peut dire que vous-même, vous n'avez pas été à la base de cette incompréhension souvent qu'on avait par rapport à la méthode de Maître Konaté, puisque après la nomination, au niveau même de la passation, je vais lire un extrait du livre par rapport à la passation. Pour certains, vous vouliez réinventer la roue. Par exemple, je vous cite, il y a eu la traditionnelle photo des familles avec tout le gouvernement, la voiture noire, les gardes du corps, etc. Tout cela est un peu lourd quand on n'a pas l'habitude. Il me fallait faire avec. Le plus dur, cela a été quand la télévision nationale s'y est mise et qu'il fallait aligner sa famille, ses voisins et tout le quartier pour faire le beau à l'écran. J'ai refusé ce barnum et je suis le seul des 35 ministres à ne pas avoir été présenté à la télévision nationale. Pourquoi vouloir se démarquer? Est-ce que vous-même, vous ne prêtiez pas le flanc quant à la méthode, Maître Konaré? C'est une méthode que je ne voulais pas. Ça faisait un peu spectacle de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui était le plus important pour le ministre de la Justice? Se présenter sa famille. Mais ça, c'était une tradition. Oui, mais au-delà de la tradition. Formation de gouvernement, quand même, on fait parcourir le CV des ministres, on essaie de les présenter aux téléspectateurs. Ce qui était le plus important pour moi, c'était de donner un bien meilleur rendement en tant que ministre de la Justice. Donc les photos, les images, les sons et tout ce qui suivait n'était pas important pour moi. Ce qui était le plus important pour moi, c'était mon engagement, c'était ma volonté en faveur de la justice, bien évidemment. La méthode Mamadou Konaté a pu choquer. La méthode Mamadou Konaté a pu dérouter.
Mais savez-vous que quand vous arrivez au département de la justice, quand on vous dit que tous les jours, il y a un prisonnier qui meurt dans les prisons de Bamako parce qu'il a faim, quand on vous dit les dérapages qu'il y a dans les justices, quand on vous dit comment on traite les dossiers, quand on vous indique le besoin qu'il y a aujourd'hui de prendre en charge un juge qui gagnait un peu moins de 250 000 francs dans ce pays, quand on vous fait visiter une maison de justice qu'il n'y a même pas de place pour le juge pour prendre son audience, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Vous êtes contraint d'avancer et d'avancer très vite. Bien évidemment, c'est ce que j'ai fait pour le bonheur de la justice. Ok, votre première action, une fois à la tête du département, c'était cette visite, l'on se rappelle, à la maison d'arrêt central de Bamako, de façon... on n'avait pas l'habitude de voir cette façon de faire. Vous avez embarqué tout le personnel dans un car. Et comment est-ce que cela s'est passé, cette visite au niveau de la prison centrale de Bamako? J'avais simplement préconisé qu'en prenant mes fonctions, j'allais visiter la prison civile de Bamako. En tant qu'avocat, j'ai eu contact avec la prison civile de Bamako. Je savais les difficultés qu'il y avait. Je savais également que les 3/4 des juges qui condamnent, qui décernent des mandats de dépôt, qui amènent donc les gens en prison, n'ont jamais visité la prison. Et je voudrais simplement qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau, membres du cabinet du ministère de la Justice et tout le personnel administratif, notamment des directions centrales, pour qu'ils viennent aujourd'hui au contact de la prison. Comprendre la psychologie des prisonniers, comprendre l'état d'esprit des prisonniers, comprendre les conditions de vie des prisonniers. Comment voulez-vous travailler pour la justice et pour la prison lorsque vous n'allez pas au contact de la justice et de la prison? Chaque fois que j'ai été dans une localité donnée au Mali, partout où j'ai été, j'ai visité les prisons en premier, j'ai visité les juridictions en second et j'ai visité les commissariats et les brigades de gendarmerie. La justice est un pôle. Pour s'en rendre compte, il faut aller au contact des gens tout le long, de Bamako jusqu'au fin fond du Nord. À l'exception de Kidal, pour des raisons que vous pouvez imaginer, j'ai visité toutes les maisons d'arrêt, toutes les prisons, toutes les juridictions et je me suis entretenu avec l'ensemble des acteurs judiciaires. J'ai pensé que je n'étais pas le ministre de la Justice qui devrait s'asseoir dans son bureau pour se faire communiquer des rapports. J'ai été au contact, moi-même je suis un acteur de justice. On ne peut pas me raconter des salades. Je suis capable de faire la part des choses lorsque je vois des choses anormales. Ok, de cette visite à la prison civile, il est assorti la proposition peut-être de construire une nouvelle prison. Tantôt on avait parlé de Souban à Koulikoro, tantôt c'était à Kenyoroba. Finalement, pourquoi Kenyoroba au détriment de Koulikoro, de Souban? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Kenyoroba nous donnait plus d'espace, parce qu'à Koulikoro, il fallait dégager un certain nombre de personnes qui étaient déjà installées. En termes de coûts, ce n'était pas facile. Vous avez parlé donc de Kenyoroba où on a installé la première prison, la première grande prison de Bamako, simplement pour donner une réponse justement à l'engorgement de la prison de Bamako. Les suites de la visite. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui qu'il fallait 4 heures de temps pour procéder aux appels des prisonniers pour qu'ils puissent rejoindre leurs cellules. À la suite de notre prison, avec l'aide de la coopération internationale, notamment des Pays-Bas, nous avons été capables d'installer de la vidéosurveillance à la prison, d'installer tout un dispositif sécuritaire au sein de la prison qui permettait d'améliorer considérablement le système de sécurité à l'intérieur. Quand vous allez aujourd'hui à la prison de Bamako, vous vous rendrez compte aujourd'hui qu'il y a un système de vidéosurveillance qui permet donc d'avoir un regard sur l'ensemble des couloirs de passage des prisonniers. Les appels se font dans un laps de temps, les fouilles se font dans des conditions acceptables et aujourd'hui on avait mis tout un processus justement d'identification des prisonniers à partir du doigt. Ok, on avait parlé également de dictaphone pour les greffiers. Pour certains, c'était du leurre, c'était vraiment du rêve utopique. On n'a pas compris. On a dit que le ministre est en train de rêver également par rapport à ça. Bien sûr, j'ai rêvé. J'étais un ministre rêveur, mais un ministre rêveur qui mettait en œuvre donc l'ensemble de ses rêves en action. Voyez-vous, j'avais au sein du ministère de la Justice environ 650 greffiers et greffiers en chef. La difficulté, c'est que nous avons des parties entières du territoire judiciaire qui n'étaient pas couverts, notamment les parties nord. Et je faisais le constat qu'on avait des difficultés donc à procéder à des affectations des greffiers parce que simplement les questions de sécurité ne les incitaient pas à aller vers ces localités-là. Et en plus, la plupart des greffiers sont des greffières qui étaient mariés. 80% des greffiers sont des femmes. Donc, ils sont mariés dans les localités dans lesquelles ils sont. Quand on les affecte en dehors de Bamako, la difficulté, c'est que le lien familial est rompu. J'ai pensé, avec l'aide d'un certain nombre de personnes, que les dictaphones, notamment les téléphones mobiles, pouvaient permettre aujourd'hui de pouvoir enregistrer des audiences
et les audiences qui n'étaient pas des audiences grand public. Les audiences dans le bureau du juge d'instruction, les audiences en référé du juge au siège, les audiences au niveau du parquet et l'ensemble des audiences qui n'avaient pas besoin donc d'un grand public pouvaient faire l'objet d'un enregistrement. Ça veut dire que quand vous alliez dans une juridiction donnée, vous aviez deux greffiers, un greffier en chef et un autre. Donc un greffier audiencier. Il déposait donc l'ensemble de ces dictaphones en ouvrant les audiences, en les terminant, et à la fin, il suffisait juste d'appuyer pour qu'il y ait une transcription de ce qui avait été entendu, pour que cette transcription soit un PV, pour que ce PV soit signé. Un certain nombre de gens n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, quel était l'objectif? C'était donc de résorber la difficulté qui était liée à l'insuffisance du personnel et de mettre en place des moyens techniques modernes qui venaient corriger l'ensemble des défaillances qu'il y avait au niveau des greffes. À ce niveau, Maître Koraté, on a un peu du mal à vous suivre. Autant vous êtes conscient des conditions difficiles dans lesquelles exerce l'ensemble de la profession, autant souvent vous êtes acerbe, voire amer envers ce personnel judiciaire, les magistrats notamment. Il y a paradoxe à ce niveau. Vous voulez leur procurer de meilleures conditions de travail et souvent dans certaines parties du livre, vous êtes assez sévère envers eux, les magistrats notamment. C'est assez lié, aussi bien les magistrats que le personnel accessoire. La question fondamentale du magistrat, c'est qu'il va vous demander les moyens conséquents pour exercer convenablement son métier de juge, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps que vous lui mettez souvent des moyens, même s'ils ne sont pas suffisants, d'autres se trouvent la possibilité d'être, l'occasion d'être en déviance des règles éthiques et déontologiques. Un magistrat sans éthique et sans déontologie est un magistrat qui est dangereux. Face aux violations des règles éthiques et déontologiques, je suis souvent monté au créneau pour leur expliquer que ce type de comportement est décrié justement. Et c'est pour cela que le regard du justiciable vis-à-vis de la magistrature de manière générale est un regard qui est très négatif. Or, le justiciable oublie que parmi les magistrats, il y a certes des brebis galeuses, mais que la plupart des magistrats sont des gens honorables, des gens dignes et des gens qui travaillent dans des conditions difficiles. Je peux paraître paradoxal, je voulais une chose et son contraire en même temps, mais c'est pour cela qu'il faut attirer l'attention des gens que la première des choses à faire vis-à-vis de la magistrature, vis-à-vis du juge, vis-à-vis de la juridiction, c'est de lui mettre en place des moyens conséquents. Et pourtant, par rapport aux magistrats, on a l'impression qu'on est resté au niveau des slogans creux, mais en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, même si vous n'êtes pas resté assez longtemps à la tête du département, on aurait quand même souhaité qu'il allait y avoir quelque chose de consistant, de substantiel, notamment à la faveur de la grève des magistrats, mais il n'en est absolument rien, Maître Koraté. Je le déplore. Vous n'avez rien fait pour les magistrats. Je le déplore. Je n'ai rien fait pour les magistrats ne vous diront pas ça. Quand moi-même j'étais confronté au moment de la prise de fonction à une première grève, puis à une deuxième grève, on est arrivé au moins à jouer sur un certain nombre d'éléments. L'indemnité de judicature a été multipliée par 2. L'indemnité de logement a été multipliée par 2 et nous avons grappillé quelques petites indemnités par-ci par-là pour essayer de monter le niveau de rémunération de base du magistrat. Je n'en étais pas plus satisfait, je voulais simplement que cette dynamique se poursuive au regard des moyens dont disposait l'État à ce niveau. Je vous donne juste un exemple. L'indemnité de judicature au Mali, je ne sais plus, est de l'ordre de 100 000 francs CFA, tandis qu'au Sénégal, c'est 800 000 francs CFA. 800 000 francs CFA. Un magistrat de base était payé autour de 220, 225 000. On a dû y mettre encore 200 autres 1000. Même les 200 autres 1000 font payer donc au magistrat, point de départ 475 000 francs environ. Mes souvenirs ne sont pas très exacts, on veut bien m'en excuser. Mais les 475 000, c'est 2 fois moins l'indemnité de judicature du jeune magistrat sénégalais. Je vous parle de magistrat sénégalais, c'est à peu près le même niveau qu'en Côte d'Ivoire, au Niger et au Burkina. Parce que simplement dans ce pays-là, on a pris conscience que la situation du magistrat doit être considérablement améliorée de manière à ce que l'on soit exigeant vis-à-vis de lui. En plus, ils ne sont pas nombreux. Il y a environ 650 magistrats qui travaillent jour et nuit pour la justice. Comment voulez-vous bâtir un état de droit avec des magistrats qui sont dans le besoin, mal habillés, souvent mal nourris, mal logés, mal véhiculés, des cadres de travail qui n'en valent pas la peine? Que veut l'État? Du droit ou un spectacle de droit? Ok. Quand on lit le livre en entier, en intégralité, souvent on se désole du fait que
On a l'impression que l'État a abandonné la justice. Vous-même, il y a certains témoignages assez poignants. Vous n'êtes pas tendre envers vos collègues ministres à l'époque. Vous disiez que certains vous fusillaient du regard quand vous passiez. C'est un peu sévère, non? Que les collègues membres du gouvernement aient un autre regard sur vous, sur le garde des Sceaux, sur le ministre de la Justice. Ça peut dénoter du désintérêt de l'État pour le secteur de la justice. Je ne vais pas citer de nom ici. J'aimais bien mes collègues, ils étaient particulièrement sympas, sauf que leur rapport avec le droit et la justice était un rapport qui était délicat. Et je comprends. Ce n'est pas seulement les ministres. De manière générale, lorsque vous allez dans les rues à Bamako, le rapport des gens avec la justice est un rapport qui est très très difficile. On est perçu... Est-ce que vous avez des prises de bec avec certains d'entre eux? Pas de prise de bec, mais au moins des prises de position qui n'étaient pas fondées. Vous savez, quand vous êtes un juriste, un spécialiste du droit, donc, que vous évoquez une situation qui est perçue du point de vue des faits, ce n'est pas toujours évident que la cohérence soit véritablement la première des choses à ce niveau. Voyez-vous, quand je me suis retrouvé, par exemple, à présenter un texte relativement à l'organisation des juridictions administratives au Mali, j'ai fini de présenter au bout de 15-20 minutes, lorsqu'on a fait un tour de table et que personne n'a réagi au sein du Conseil des ministres. Deux choses. Où ils ont tout compris, ce qui n'est pas évident, où ils n'ont absolument rien compris et que c'est tellement complexe que ce n'est pas évident. C'est ce genre de rapport qui rend difficile les choses. Et en même temps, la vision du juriste vis-à-vis de la justice n'est pas tout à fait la perception du non-juriste. Quand je me retrouve à demander, par exemple, de l'argent au ministre des Finances, il n'en voit pas toujours l'importance. Quand je lui demande, par exemple, de construire une prison, le lien avec les droits de l'homme et la préservation des valeurs fondamentales qui sont déterminantes par rapport à notre État, ce n'est pas tout à fait cette perception que l'on voit. Quand il y a une grève de magistrats et que mon souci est de trouver le moyen de les remettre et que le ministre de la fonction publique me rappelle le respect des procédures, il y a un souci à ce niveau. Moi aussi, je suis conscient que tout cela doit être respecté. Mais fondamentalement, comment voulez-vous expliquer, dans un pays normal, une république normale, que des magistrats soient en grève durant 100 jours et que rien ne se passe? Ça veut dire qu'on peut se passer du droit? Là est mon inquiétude. Ok. Vous parliez également du procès Sanogo dans ce livre, notamment au niveau, si je ne m'abuse, de la page 127, le procès Sanogo, voilà. Tout cela semblait vouloir dire que le procès n'était pas la priorité de personne. Le téléphone portable du président de la République ne répondait plus à mes appels. C'était un signe. Finalement, le procès sera stoppé le 8 décembre 2016 pour des motifs tenant à la pure technique et procédure judiciaire. Depuis, les choses ont été régularisées et l'expertise commandée est disponible depuis le 27 novembre 2017. Date de ma démission du gouvernement. C'est la dernière information officielle de taille que j'ai reçue avant de rendre publique ma démission. Vous semblez dire que le procès n'intéressait personne. En premier lieu, le président de la République, premier magistrat. C'est terrible. Il s'agit d'hommes et des officiers et sous-officiers, hommes de rang, qui sont en situation de détention depuis très longtemps. D'un point de vue technique aujourd'hui, le dossier était en état d'être jugé. Ce que j'ai fait, le dossier a été renvoyé pour un motif que vous avez lu. Ce motif a été satisfait. Si quelqu'un était intéressé par rendre justice, non seulement aux hommes qui sont arrêtés, mais aux victimes également, ça fait pratiquement plus d'1 an que j'ai tourné le dos. Et ce dossier demeure tout de suite, encore. Ceci est une difficulté. Et c'est pour cela qu'il faut que les uns et les autres prennent conscience que l'on ne peut pas jouer avec la justice. La justice, c'est un temps, c'est des délais, c'est des procédures, c'est des droits à préserver, y compris les personnes qui sont mises en cause. Alors, si vous voulez me faire croire que quelqu'un est intéressé par ce dossier, je vous dis, est-ce qu'il est encore repassé devant la cour d'assises? Mais il y a quand même lieu de préciser, peut-être que les avis émis par les autorités, les ministres ou les présidents de la République, ce n'était pas pour obstruer la manifestation de la vérité, c'était pour des raisons sécuritaires, amener l'accalmie, calmer les choses, plutôt que d'obstruer le processus. La première sécurité, c'est la justice. Au-delà de la justice, il n'y a point d'autre sécurité. Lorsque vous avez mis en état d'arrestation un certain nombre de personnes, que ce soit ces militaires et d'autres, nous avons quand même aménagé le dispositif du Code de procédure pénale
pour exiger du juge qu'au terme d'un certain délai, les personnes doivent être jugées. Et c'est pour cela que, lorsque le dossier est en état, s'agissant d'actes qui sont ceux qui sont mis en cause dans le cadre de cette affaire-là, je pense qu'aussi bien ceux qui sont mis en cause que ceux qui sont des victimes ou des ayants droit de victimes ont besoin que justice soit. C'est dans un tel contexte que l'on envisage une loi d'entente nationale. Je ne sais pas quelle va être l'étendue de la loi d'entente nationale, mais si dans l'esprit des gens, la loi d'entente nationale, c'est de passer outre la justice, je pense qu'on est en train de se gourer. Ok. Pour revenir au procès Sandaogo, est-ce que, peut-être pour se résumer, si on vous comprend bien, vous voulez dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun obstacle à ce que le procès Sandaogo reprenne? Ils sont dans l'antichambre de la cour d'assises. La cour d'assises a renvoyé renvoyé des expertises qui devaient venir des États-Unis. Mais j'ai reçu les expertises le jour où je démissionnais. C'est après avoir reçu les expertises comme par hasard que j'ai donné officiellement l'information relativement à ma démission. Mais au-delà, le souci fondamental, c'est de préserver les libertés. Vous savez, quand vous êtes en procès d'assises, il y en a toujours un qui est mis en cause et un autre qui met en cause. Des victimes, des ayants droit de victimes et des personnes qui sont mises en cause. La présomption d'innocence veut que jusqu'à condamnation, les personnes soient considérées comme étant des présumés coupables. Et c'est pour cela qu'il n'est pas compréhensible que plus d'un an après que ce procès ait été lancé, qu'on en soit là où j'avais pris le dossier. De ce point de vue-là, le Mali est en deçà de ce que l'on peut lui attendre d'une offre judiciaire pour une affaire comme celle-ci. Ok, à l'entame de l'émission, on disait que votre passage à la tête du ministère de la Justice a été remarqué, aussi bien remarqué que tumultueux notamment avec l'affaire dite Ras Bat. Vous en parlez dans le livre à la page 134. En août 2017, lors d'un de ses retours d'Europe, une foule nombreuse soutenue en sous-main, dit-on, par l'opposition, est venue l'accueillir à l'aéroport, faisant de lui une sorte de héros de la jeunesse quasiment intouchable. La présidence et une partie du gouvernement a pris peur, tant la jeunesse de nos pays tendait à s'enfler rapidement. Le délinquant défaitiste devenait un leader d'opinion. Dès lors, il n'a pas été étonnant de voir relaxer en appel. C'était l'occasion idéale pour moi de démissionner. J'ai pris le prétexte de cette relaxe pour adresser le jour même ma lettre de démission au président et j'ai repris ma liberté. Est-ce qu'il faut également conclure que l'affaire Ras Bat, parce que souvent on avait entendu beaucoup de choses, on avait pensé que c'était la seule motivation de votre démission. Et aujourd'hui, vous-même, vous en parlez. J'en parle pour évacuer. Ouais. Parce que cette affaire, au-delà de ce qu'elle a impacté d'une certaine manière sur la justice et sur la structure judiciaire, n'a aucune espèce d'importance pour moi. C'est encore le faux fuyant des politiques qui jouent à se faire peur. Pour moi, l'État, la nation, la République, ce sont des règles. Quiconque se retrouverait en déviance de la loi, en violation des droits, doit devoir répondre devant le juge. C'est en cela que la justice nous permet aujourd'hui de poursuivre. Il y a eu des situations de fait qui ont été appréciées, qui ont donné l'occasion d'une poursuite. D'abord en instance, ensuite au terme de la décision d'instance, une condamnation à la clé. Lorsque je vois le parquet général arriver au niveau de la cour d'appel, dire qu'il n'a absolument aucune charge à soutenir, entre les deux, quelqu'un s'est trompé. C'est une dynamique de justice que je ne comprends pas, que je ne perçois que mal. C'est le drame de l'influence de la main politique sur la justice. Lorsque l'on conçoit la justice par-dessus la tête du ministre de la Justice, que l'on parle avec les acteurs de justice, au-delà du ministre de la Justice, quelqu'un n'est pas à sa place. J'ai pensé qu'il y avait bien meilleur ministre de la Justice que moi. Ça s'est piloté à partir de Koulouba, ça s'est poursuivi là où ça s'est poursuivi. C'est ce regard sur la justice qui m'a permis simplement, entre autres raisons, d'indiquer que c'est une des violations de ce que je conçois comme étant l'attente de justice. Mais au-delà, cette affaire en tant que telle n'a absolument aucune espèce d'importance pour moi.
D'accord. Justice en Afrique, ce grand corps malade, le cas du Mali. Vous avez troqué, mettre votre robe noire contre la blouse blanche pour diagnostiquer la justice en Afrique, le cas du Mali. Aujourd'hui, quel est l'état du patient? Est-ce que c'est encore du palu ou est-ce qu'on en est arrivé à un cancer? Quel est l'état de ce grand corps malade aujourd'hui? Est-ce que c'est le palu ou est-ce que c'est le cancer? C'est un coma. Le malade est dans le coma. D'abord, quand vous regardez les acteurs de justice, les juges sont toujours mal et très mal. Mal payés, mal dans leurs conditions de juge en tant que tels. Deuxièmement, la justice elle-même n'est pas libérée encore. Or, il faut la libérer des pouvoirs nocifs. Le politique d'un côté et l'argent, et souvent l'argent sale de l'autre. Le troisième élément qui est important, c'est encore ce peuple, au nom duquel on rend la justice. Les gens se départissent de la justice. On critique très facilement la justice, en oubliant qu'en critiquant la justice, c'est une partie de soi-même que l'on critique. Il faut qu'il y ait une plus grande présence du peuple dans l'arène judiciaire. Il faut que le regard du peuple vis-à-vis de la justice et des acteurs de la justice soit un regard ouvert. Il faut qu'on rende des comptes désormais en matière judiciaire. C'est ce combat que nous tentons de mener, aussi bien au Mali qu'en Afrique. Avec un certain nombre de personnes, nous tentons de mettre en place aujourd'hui une coalition africaine pour la justice et contre l'impunité. Justement, avant d'en arriver là, maître, on ne va pas laisser le malade dans le coma. Est-ce qu'il faut un électrochoc? Est-ce que l'espoir est permis quand même? Les Africains attendent beaucoup de leur justice. Comment susciter l'espoir, redynamiser tout cela pour qu'on ne puisse pas se désoler du cas de notre justice? Bien évidemment, devant des situations difficiles comme celles que nous voyons au Mali, mais ce n'est pas seulement le Mali, au Sénégal à côté. Le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont dans des situations de difficulté absolue en ce qui concerne leur justice. Ce qu'il y a lieu de faire d'abord, il faut que le juge retrouve toute sa noblesse dans sa dignité absolue. Il faut que le politique libère le juge de deux manières. Mais vous parlez beaucoup plus des juges et les avocats dans tout ça. Est-ce qu'on est dans l'éternel duel avocat-magistrat? Les juges ne sont pas les seuls acteurs. Les juges qui me suivent savent de quoi je parle. L'avocat n'a aucune espèce d'importance sans le juge. L'avocat ne dit pas la justice. L'avocat ne rend pas la justice. Parce qu'on entend, le justiciable dit que souvent les avocats des deux parties peuvent souvent s'entendre sur le dos d'un client. Ils peuvent s'échanger des choses. Et des brebis galeuses, il y en a partout, y compris dans la profession d'avocat dans laquelle je suis un des membres. Ce n'est pas seulement ici, même ailleurs, il y a des brebis galeuses. Mais l'élément essentiel, encore une fois, c'est le juge. C'est celui-là qu'il faut libérer, en lui donnant les moyens de sa subsistance et de l'exercice convenable de son métier. Et deuxièmement, en lui faisant prendre conscience que lui est important dans le dispositif judiciaire. Qui aujourd'hui peut lui donner ces moyens? C'est par le biais du pouvoir politique. Les pouvoirs publics doivent libérer la justice par le biais des mauvaises affectations, par le biais des affectations sanctions. Ils doivent encore libérer la justice en lui mettant en place un budget conséquent. Deuxièmement, il faut que l'on renforce l'environnement du juge pour le protéger contre lui-même et pour le protéger contre les esprits maléfiques qui peuvent venir de l'argent et de l'argent pourri. La tentation entre les deux, elle est très grande. Ok, il y a quand même une coïncidence, Maître Konaté. Votre livre est publié au Mali au moment où il y a un débat qui refait surface, le débat sur la peine de mort. Et vous, justement, dans le livre, vous en aviez parlé, je crois, au niveau de la page 30, je cite. La ville de Bamako et ses environs avaient été épouvantés par des agissements violents et criminels des coupeurs de route. Ils étaient considérés comme les pires ennemis de la société puisqu'ils empêchaient les gens de dormir paisiblement. Ce commando à la tête duquel Mossi Seydou a été très vite appréhendé et mis hors d'état de nuire, jugé puis condamné à mort par la cour d'assises de Bamako. Ils ont été fusillés et ce doit être bien avec cette bande de condamnés que la peine de mort a perdu de son souffle et n'est pas loin de rendre l'âme en termes d'exécution effective. En dernier, vous parlez également de l'assassinat d'un diplomate malien à Bruxelles, en Belgique. Aujourd'hui, à Bamako,
hier tout près, il y a eu des associations musulmanes qui n'écartent pas l'hypothèse de remettre sur le tapis la peine de mort parce qu'on assiste à une recrudescence de l'insécurité à Bamako, des braquages au quotidien, des assassinats, c'est le décompte macabre au quotidien. Vous, personnellement, en tant qu'avocat, ancien ministre de la Justice, quel est votre point de vue sur cette question? Là-dessus, il ne faut même pas tergiverser. Je suis un adepte de la justice et de l'état de droit. Je suis fondamentalement contre la peine de mort, dans un pays comme le Mali, qui a au moins obtenu un acquis fondamental, c'est que depuis les années que vous évoquez dans mon livre, on n'a plus jamais coupé la tête de personne. Vous savez, en matière de justice, le postulat de départ est le juge peut se tromper. C'est parce que le juge peut se tromper qu'on lui a ouvert la possibilité de rendre une première fois la justice en instance et de faire voir cette décision de justice en appel et éventuellement de l'examiner en droit au niveau supérieur. Lorsque le juge se trompe, que la sanction est la peine de mort, qu'on a coupé la tête, on ne peut plus la remettre. Premier argument. Deuxième argument, en situation de crise, lorsqu'il y a des phénomènes criminels, la demande première des gens, elle n'est rien d'autre que de rétablir la peine de mort. Comme si la peine de mort pouvait dissuader les gens qui sont déterminés à commettre des crimes. Ce que demandent les gens, notamment les victimes et les ayants droit, c'est plus de justice. Ce que ne supportent pas les gens, qui, par mégarde, demandent la peine de mort en lieu et place de justice, c'est qu'ils trouvent insupportable que lorsqu'ils sont victimes des faits criminels d'un individu qui est poursuivi, qui est jugé, qui est condamné, il n'y a aucune assurance que cette personne condamnée garde prison. Premièrement. Lorsqu'elle n'est pas poursuivie, elle reste dehors. C'est une injustice. Et lorsqu'elle n'est pas poursuivie, qu'elle s'est échappée, c'est une difficulté majeure. Ce que demandent nos concitoyens, ce n'est pas tout à fait la peine de mort, c'est que la justice soit de manière effective, sans pour autant que l'on puisse éventuellement être installé dans des situations d'impunité. Juste un exemple, depuis 2012, la crise de 2012, les personnes qui ont été victimes de crimes et délits n'ont fait l'objet d'aucune indemnisation encore dans notre pays. C'est une difficulté. D'accord, on est en train de s'acheminer vers la fin de l'entretien. Vous parlez de la mise en place d'une coalition africaine pour la promotion de la justice, de l'équité, du droit. Quelle est la méthodologie? Comment est-ce que tout cela va être mis en musique? Alors, il y a une dizaine de personnes et de personnalités africaines que je ne pourrais pas citer ici, mais la semaine prochaine, on doit se rencontrer à Paris justement pour concevoir la mise en place de cette coalition africaine pour la justice et l'indépendance. Notre rôle serait d'appuyer les États pour prendre conscience que leur engagement en termes de loi et en termes de règlement doit être effectif au point que le justiciable puisse invoquer devant le juste le droit et la loi. Deuxièmement, que l'on puisse être dans des contextes où il faut donner la possibilité à la justice d'être totalement effective et au juge d'être totalement indépendant. Et troisièmement, face aux situations d'impunité, être capable aujourd'hui de mettre en place des mécanismes qui nous permettent aujourd'hui de poursuivre la justice. Est-ce qu'elle a une finalité politique? Puisque quand on regarde la composition, la nomenclature de cette coalition, tous ceux qui sont membres sont quasiment en rupture de banc avec leur gouvernement, leur État respectif. Je ne sais pas s'il y en a tous. Il y a un ancien Premier ministre africain, il y a un ancien ministre africain, il y a deux anciens ministres africains, il y a des magistrats qui sont démissionnés, il y a un ensemble de personnes qui participent. La problématique, c'est que ce n'est pas politique au sens où vous l'entendez, mais c'est de jouer sur l'amélioration justement de la politique judiciaire dans notre pays. Parce que nous sommes conscients que seule la justice peut sauver l'Afrique et les Africains. Que nos rapports difficiles aujourd'hui ne peuvent avoir de sens que lorsque déférés devant le juge, que l'on puisse entendre le juge dans le cadre des décisions qui sont rendues. Voyez-vous aujourd'hui les crises politiques à l'occasion des élections successives. Aucune cour de justice africaine aujourd'hui n'est satisfaisante dans nos pays. Aucune juridiction pénale n'est satisfaisante aujourd'hui dans notre pays. Aucune juridiction civile aujourd'hui. Le relais, c'est quoi? C'est que de plus en plus, on a tendance à avoir accès à demander la justice internationale d'être là. Juste un exemple,
Vous savez qu'en matière d'investissement aujourd'hui, les investisseurs étrangers sont tellement ahuris face au comportement de la justice dans nos pays qu'ils envisagent la mise en place des chambres commerciales internationales qui vont devoir reprendre des dossiers qui sont du ressort du tribunal de commerce de Bamako, de la cour d'appel de Bamako en matière commerciale, pour les faire juger à Paris. Voyez-vous, on est arrivé par le biais de l'arbitrage à envisager des modes alternatifs de règlement des dossiers judiciaires, mais aujourd'hui, nous sommes dans la justice judiciaire. La question de la souveraineté judiciaire est en train d'être battue en brèche. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour renforcer nos justices, pour renforcer notre conception de la justice, pour renforcer notre adhésion à l'état de droit. Pour ça, j'ai dit aux juges hier qu'ils étaient les seuls à pouvoir nous avancer. Ok, on va sans vouloir, si on vous laisse partir, sans vous avoir fait réagir sur le probable acquittement de Laurent Gbagbo. C'est un procès qui a vraiment tenu en haleine les Africains. Aujourd'hui, les regards diffèrent par rapport à la Cour pénale internationale. Quand on voit finalement l'issue de ce procès, est-ce qu'on peut dire que c'est la procureure Fatou Bensouda qui a été défaillante ou est-ce que c'est la CPI qui devient crédible? Alors, j'ai entendu mes amis du débat du dimanche, justement, exprimer des opinions là-dessus. Non, moi, je ne suis pas ahuri. Quand on va devant le juge, on gagne ou on perd. Lorsque Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés, ce n'est pas justice. Ils auraient pu être condamnés. Ce n'est pas parce qu'ils sont... C'est justice pour le FPI, mais ce n'est pas justice pour les pro-Ouattara. Certains, on a vu des interviews où ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'il y a eu 3000 morts. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Bien évidemment, ces 3000 morts sont déplorables. La difficulté de la justice, selon qu'elle acquitte ou selon qu'elle condamne, elle fait des mécontents ou elle fait des gens qui sont ravis. Mais le principe de base, lorsque l'on va devant le juge, qu'on ait deux parties, c'est qu'il y en a un qui gagne, pour parler d'une façon très triviale, et un autre qui perd. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'acquittement, il y en a qui vont se réjouir, d'autres pas. Mais on ne peut pas décider qu'il n'y a pas justice lorsqu'il y a un acquittement. La Cour pénale internationale, c'est une justice. Les juges ont jugé et le dossier a été examiné à charge et à décharge. Il y a une décision d'acquittement, contre laquelle d'ailleurs il y a un appel. Il ne faut pas s'étonner que l'une des réponses de la justice a été l'acquittement. Ok, Maître Konaté, le dernier mot, le message particulier avant de clore définitivement cet entretien. Si j'avais des décideurs en face de moi, je vais leur demander une chose et une seule. Libérer la justice au Mali. Libérer la justice au Mali, c'est donc le dernier mot de cet entretien avec Mamadou Ismaïla Konaté, avocat, ancien ministre de la Justice, qui vient de publier Justice en Afrique, ce grand corps malade dans le cas du Mali. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain sur Africa Blog Télévision avec un autre numéro de cette émission.